bonjour à tous. Nous sommes chargés d'animer le forum numéro 5 sur la laïcité, l'enseignement de la laïcité et de l'esprit critique après Samuel Paty. Voilà, donc je me présente, je suis Éric Rusterols, conseiller technique établissement et vie scolaire et référent valeurs de la République et radicalisation de l'académie. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Rodé Coutouli et je suis principal de collège dans les quartiers nord de Marseille, dans le 13e arrondissement. Bien, donc nous allons commencer ce forum par contextualiser un peu, puisque l'intitulé parle de notre collègue et de cet attentat du 16 octobre. Avant de parler de pédagogie, de travail sur le terrain pour les élèves et évidemment les personnels, recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents. Alors, un petit bilan sur le retour des vacances de la Toussaint suite à cet attentat, notamment pour revenir sur un point qui nous semblait important d'aborder. C'est, vous voyez, 114 actions de revendication des personnels relatives aux modalités d'organisation de l'hommage. Je pense qu'il est quand même important, avec ce nombre de revendications, de comprendre que pour nos collègues enseignants, pour les personnels des établissements scolaires, lorsqu'il arrive un problème sur ces valeurs de la République, il est important d'avoir du temps pour gérer avec les élèves ce qui s'est passé. Et en fait, je pense que par ces actions de revendication, c'était pas le souci pour les enseignants ou les personnels de dire qu'ils n'étaient pas d'accord, évidemment, avec cette commémoration, mais qu'il est important d'avoir du temps. Moi, je rappelle souvent qu'une minute de silence, c'est déjà une action laïque. Hein, c'est un peu, finalement, ça a été vraiment installé en 1919, après la Première Guerre, et finalement, c'était une manifestation laïque. Ça n'existait pas avant. Les commémorations étaient toujours religieuses. Bon, il y a des commémorations militaires. Hein, c'est un peu, en fait, la sonnerie aux morts, cette minute de silence. Et je pense qu'il est très important, et c'est ce qu'ont voulu signaler les personnels avec cette difficulté en revenant de vacances de s'en occuper, pour la réussir, d'expliquer, en fait. Hein, encore une fois, on va beaucoup parler d'explication aujourd'hui. Je pense qu'il est important que les personnels d'éducation et que tous, on puisse expliquer ce qu'est une minute de silence. Malheureusement, on en a fait beaucoup en raison de l'actualité, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il faut la préparer, il faut la réaliser, et il faut à la limite en parler après. Et que l'inquiétude des personnels, c'était à ce moment-là, je pense, au retour des vacances, de rater ce moment de commémoration. On a eu aussi, reste un petit peu, Rodrigue, sur la diapositive, on a eu aussi des perturbations, évidemment, de l'hommage. Alors, on en a recensé 400 en France, hein, je vous donne ce chiffre, on va revenir sur l'académie. Et on voit qu'il y a quand même une proportion assez importante dans les écoles et les collèges. Donc là aussi, on peut voir que lorsque les enfants sont plus grands, lorsque nos élèves sont plus grands, lorsqu'ils sont passés par nos cours de MC, par tout le travail que l'on fait, ils sont plus à même aussi de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, on a fait un petit focus sur la comparaison avec l'hommage au colonel Arnaud Beltrame, où il n'y a eu que 40 incidents. Et c'est là qu'on voit en fait la grosse différence. C'est-à-dire qu'on est aussi sur un attentat terroriste. Donc, on voit bien au nombre d'incidents sur l'hommage au colonel Beltrame que finalement, les gens ne soutiennent pas évidemment l'événement terroriste. Et en fait, la grosse différence, c'est qu'ils se positionnent par rapport à ce qui a occasionné cet attentat. Et colonel Beltrame, c'était un acte terroriste, un acte héroïque, donc il n'y a pas de questionnement. Alors que sur l'autre, voilà, on a cette espèce de position des fois, comme la loi du talion, avec des parents toujours. Mon fils, il se défend, je lui apprends à se défendre. Donc là, le professeur, c'est pas bien ce qu'il a fait. Voilà. Donc on a toujours quelque chose qu'il faut reprendre à l'école avec les parents. Il ne faut pas les oublier. Je pense que ces moments de commémoration ont été réussis, notamment dans les établissements où on a fait venir les parents. En tout cas, on les a invités à s'associer. Il y a eu des très belles initiatives, mais on n'oublie pas qu'il faut bien sûr les associer à ces moments de commémoration. Alors, on peut avancer. Alors, les incidents dans notre académie, voilà, pour que vous ayez un positionnement, hein, c'est toujours intéressant. L'académie d'Aix-Marseille est en milieu, hein, donc on est très loin, très loin. On est
loin des académies qui ont le plus d'incidents. Alors, comment l'analyser ? On peut trouver plusieurs solutions. Moi, je l'analyse parce qu'il y a eu un travail aussi fait par les équipes, notamment Rodrigue occupait ces fonctions-là précédemment. Hein. Je loue tout le travail des équipes Valeurs de la République depuis le 2017 où énormément de personnels ont été formés. On a beaucoup d'élèves qui ont été rencontrés aussi depuis quelques années. Il y a eu un gros travail sur l'esprit critique, on en reparlera aussi dans l'académie. Et puis, on a une population, sûrement, on essaie de l'analyser avec monsieur le recteur, on en a parlé. On a aussi une population, et là, c'est un facteur souvent qui est à analyser avec l'équipe nationale. On a une population aussi issue de l'immigration, mais une immigration... Lorsque c'est une population issue d'une immigration assez ancienne, dont les parents sont passés par l'école, on n'a pas de difficultés, en fait. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Les difficultés qu'on a eues dans l'académie, les plus grosses difficultés ont été avec des enfants qui ont manifesté des choses et des familles qui, des fois, étaient arrivées très récemment sur le territoire français. Alors, il ne faut pas lier les problèmes à l'immigration, évidemment. Mais par contre, au contraire, il faut voir que ce n'est pas un problème si on a le temps de communiquer, d'enseigner, de préparer les enfants et les parents et expliquer ce qu'est la laïcité à la française. Ce n'est pas intuitif, il faut l'expliquer. Et en tout cas, on a beaucoup de familles qui ne posent aucun problème depuis très longtemps. Et vous voyez qu'on a eu une trentaine d'incidents et très peu d'incidents qui ont été judiciarisés, de garde à vue d'enfants. On en a eu, on ne va pas le nier. Certains diraient, souvent je réagis très fortement qu'on ne fait pas de vagues, qu'on met les choses sous le tapis. Ce n'est pas vrai. Tous les incidents qui nous ont été remontés ont été traités. Et on s'aperçoit qu'on a eu très peu de judiciarisation. On a eu beaucoup de familles qu'on a rencontrées qui étaient surprises de l'attitude de leur enfant, qui n'approuvaient pas l'enseignement du professeur, mais qui ne voyaient pas la différence entre ne pas approuver et ne pas commémorer ou faire du bruit à un moment de commémoration par rapport à cet attentat. Donc voilà la situation de l'académie. Alors, un petit focus justement sur le travail, puisqu'on est sur la journée de la pédagogie. Donc, avant tout, avant même de vous parler de comment réagir face à un incident, il est important de vous donner une idée sur ce qui est fait en termes de pédagogie au quotidien, c'est-à-dire de la prévention, de l'enseignement, à la fois, encore une fois, pour les personnels et pour les élèves lorsque c'est nécessaire. Donc, les équipes Valeurs de la République, elles sont assez étoffées. Je veux parler notamment de nos deux chargés de mission que je veux mettre à l'honneur aujourd'hui. Madame Guédan, chargée de mission laïcité, et Monsieur Carotti, chargé de mission esprit critique, qui pilotent, qui interviennent, qui sont vraiment dans toute l'académie. Et à chaque fois, je le répète, à chaque fois que nous avons un appel, un mail, une situation, elle est traitée. Je sais que c'est un peu la mode. Il y a encore un manuel, un livre qui vient de sortir d'un ancien principal qui dénonce un peu l'idée qu'on met les choses sous le tapis. Ce n'est pas vrai. Voilà, moi je défie quiconque dans l'académie de me dire qu'il nous a appelés et que nous n'avons pas réagi. Nous allons voir les familles, les élèves, les personnels. Et voilà comment ça peut se déployer. Alors cette année, c'est un peu particulier puisqu'on a le Covid qui nous met des difficultés sur le présentiel, sur les formations. Ceci dit, depuis le début de l'année, il y a eu 15 formations sur la laïcité. Ça a couvert 1480 personnes, personnel de l'académie, ce n'est pas rien quand même, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Sur l'esprit critique, 37 formations ont été déployées dans l'académie depuis septembre, 1100 personnels, des professeurs notamment, et des formations hybrides. Alors hybride, c'est-à-dire qu'on vient dans un établissement et on n'aborde pas uniquement l'esprit critique ou la laïcité, c'est un pack citoyenneté sur tout ce qui concerne ces questions-là. Et puis, vous voyez un petit peu en bas l'esprit critique. Alors, ce sont des infographies que vous allez retrouver sur le site de l'académie. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous avez l'esprit critique et tous les groupes d'esprit critique qu'on retrouve dans le plan académique de formation. Donc ça, il y a beaucoup de référents de formation qui peuvent aller déployer des choses dans des plans de formation d'établissement et au niveau individuel. Et puis, sur la droite, vous avez l'organisation nationale avec les équipes
les équipes valeurs de la République nationale qui sont en lien avec les équipes valeurs de la République académique, avec le mail que vous voyez EAVR en bas, voilà, acexmarseille.fr, donc EAVR comme équipe académique valeurs de la République, qui récupère tous les incidents, toutes les inquiétudes, toutes les demandes de conseil, et vous avez systématiquement, vous êtes rappelé par notre chargé de mission pour évaluer avec vous comment résoudre ou vous accompagner à résoudre les problèmes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Bien, ensuite, je passe aux productions de ressources parce que je pense évident que nous avons dans l'académie beaucoup de cadres. Hein. Nous sommes sur des cadres de niveau A, des professeurs notamment qui savent qu'il y a à la fois la formation continue, mais il y a aussi une auto-formation. On est tous amenés à lire, à se renseigner, à apprendre à voir sur Internet des parcours magistères. Il y a plein de choses. Et puis, il y a eu des ressources qui ont été produites dans l'académie qui vont vous permettre d'approfondir sur les sujets. Donc, vous avez le livre Esprit critique que j'ai amené là, qui est que vous voyez sur la diapositive, qui est fait de séquences pédagogiques pour vous accompagner sur le terrain à faire du travail. Mais là aussi, lorsque vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'équipe académique pour qu'on vienne vous aider à les déployer. Hein. Ce sont des penses-bêtes, mais on peut vous aider à les mettre en place. Vous avez un site académique qui s'appelle Portail Citoyenneté. À savoir que ce portail citoyenneté a connu à la fois pendant le confinement, et c'est très bien, grâce aux lettres que vous voyez à droite, les lettres citoyennes qui sont parues de façon hebdomadaire. Il y a eu des fréquentations de 200 visiteurs par jour pendant le confinement et des pics à 500 visiteurs. Donc c'est bien, ça prouve que on va chercher des ressources. Hein. Il y a eu un hors-série que vous retrouverez encore sur le portail sur les valeurs de la République qui reprend les basiques de toutes les lois du cadre juridique, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, du cadre politique et juridique sur la laïcité, donc qui vous donne des bases. Et vous avez sur le portail citoyenneté des ressources qu'on a mis en place pendant les vacances de la Toussaint avec les corps d'inspection, où on a recensé tout ce qu'il y avait, je pense, d'intéressant, et il y en a, sur les sites Internet. Et vous avez notamment des conférences d'Abdenour Bidar, vous avez des conférences de Jean-Louis Bianco, vous avez des conférences de Nicolas Cadenne, qui a sorti récemment encore un livre, je crois qu'il s'appelle 20 idées fausses sur la laïcité, qui est extraordinairement clair et qu'il ne faut pas hésiter à lire. Voilà, donc vous avez beaucoup de ressources, vous avez des personnes ici qui sont disponibles pour venir vous aider en établissement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Après, sur l'attentat de Samuel Paty, on en parle souvent avec les équipes. Nous rappelons aussi qu'avant d'être un problème de laïcité, c'est avant tout un problème de liberté d'expression. C'est vraiment le point sur lequel, je pense, il va falloir qu'on avance. Et ça me permet de faire un lien assez simple vers Rodrigue, puisque justement, comme il continue à travailler auprès de nous, et je le remercie, il y a une démarche aujourd'hui de réflexion pour vous accompagner, pour accompagner les équipes à aborder ces problèmes de liberté d'expression qui sont liés aussi à l'esprit critique, aux religions, à la laïcité. Et donc tout ça, c'est très lié. Donc, je vais laisser Rodrigue un peu nous expliquer ce qu'aujourd'hui est en train d'être travaillé sur la liberté d'expression en termes de ressources et d'accompagnement des établissements. Merci Eric, de me donner maintenant la parole. Et puis, je crois que je veux te remercier aussi parce que le travail que j'ai construit avec les équipes Laïcité Valeurs de la République, Esprit Critique depuis des années, tu continues ce travail-là. Et on le continue ensemble dans une grande confiance. Et c'est très important pour l'académie, je pense, et pour les collègues enseignants qu'on continue ce travail qui correspond à un vrai besoin. Pour répondre un petit peu à la question et pour alimenter le forum, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Une histoire que j'ai vécue récemment. C'est arrivé il y a 1 mois et demi dans le collège que j'ai l'honneur de diriger, dans le quartier nord de Marseille. Un soir, une professeure de lettres vient me rencontrer, très, très embêtée, très mal à l'aise. Et elle me raconte la situation suivante. Donc, elle a cours avec une classe de 6e. Et donc, elle commence une nouvelle séquence de son programme et elle annonce aux élèves qu'elle va enseigner et travailler avec eux sur la Bible et le Coran. Donc, la fin de l'heure se termine et un élève vient la voir et lui dit « Écoutez, madame, moi, je suis embêté parce que ma religion, je ne peux pas étudier la Bible. »
Alors, elle est très embêtée et puis elle les a l'après-midi, donc ça la travaille. Et voulant bien faire, au début du cours, elle pose la question aux élèves et elle dit, voilà, votre camarade a dit qu'il était embêté qu'on aille enseigner, qu'on aille travailler sur la Bible. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça gêne? Et là, stupeur, toute la classe lève le doigt. Et donc, bien évidemment, elle était très, très embêtée. Et je dois dire, avant de vous parler de la suite, que si l'anecdote passait dans n'importe quel média sous cette forme-là, bien évidemment, on va tout de suite penser qu'on est face à une classe d'élèves radicalisés, fondamentalistes, etc. Et on pourrait se trouver très, très inquiet de la situation, comme elle a pu l'être, elle, à la sortie de ce cours. Je vais vous rassurer tout de suite, parce que l'histoire se termine bien, et je dois vous dire aussi, pour vous surprendre peut-être, que c'est une classe bilingue, anglais-allemand, d'élèves qui ont un état d'esprit remarquable, où il n'y a aucun souci de discipline. On a même d'ailleurs, ce qui est très rare, quand même donné des récompenses à tous les élèves de la classe au premier trimestre. Donc des gamins qui sont réellement en situation de travail et réellement dans un statut de projet scolaire pour des élèves de 6e. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai bien sûr été aider la collègue, je crois avoir quelques petites compétences dans ce domaine. Et donc, j'ai été leur expliquer ce que c'était que la laïcité et qu'on n'étudiait pas ces livres pour ce qui représentait du point de vue de la croyance, mais parce que c'était des objets culturels qui étaient un petit peu les premiers livres de l'humanité, des livres qui étaient fondamentaux, et c'était à ce titre-là qu'il fallait que les élèves les connaissent. En fait, j'avais déjà parlé de ça avec l'enseignante, et quand j'ai été voir la classe, elle avait déjà fait ce travail, et la classe était déjà apaisée, donc il n'y a eu en réalité aucun problème. Une petite anecdote quand même, quand elle commence son cours, on m'amène un élève, et on me dit, cet élève ne veut pas faire le cours. Donc là, j'étais pas bien, je me suis dit quand même, est-ce que notre travail pédagogique n'a pas porté ses fruits? Et là, je reçois l'élève dans mon bureau, il était en pleurs. Et pourquoi il était en pleurs? Parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je ne veux pas faire ce cours parce que si mes parents l'apprennent, ils vont me frapper. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous compreniez bien que sur ces sujets-là, on pourrait qualifier de contestation des enseignements, ça l'est quelque part, hein. En réalité, il se joue des choses chez nos élèves, et en particulier chez nos élèves musulmans, qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se joue en réalité? Eh bien, nos élèves, à l'école, nous leur apprenons, et je pense avec beaucoup d'efficacité, à rentrer dans un système de valeurs républicain, qu'ils acceptent, qu'ils revendiquent parfois. Je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure, vous allez voir que nos élèves des quartiers nord, ils revendiquent aussi les valeurs d'égalité, de laïcité, de liberté, etc. Mais en même temps, ils ont dans leur histoire personnelle un autre système de valeurs qui est porté parfois par la famille, comme l'histoire de petit garçon qui pleurait dans mon bureau, qui est porté par ce qu'ils peuvent lire sur Internet. Hein. Et ces deux systèmes, finalement, s'entrechoquent. Et quand on a 12 ans, quand on a 14 ans, eh bien, c'est difficile d'arriver à faire des choix alors qu'on est finalement devant un conflit de loyauté entre deux systèmes qu'on peut vivre comme des choses qui s'opposent. Après tout, un scientifique de très haut niveau peut lui aussi avoir des conflits de loyauté. Il peut avoir une croyance religieuse en opposition totale avec ses connaissances scientifiques, et malgré tout, il a appris à faire avec. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas paniquer et de bien comprendre ce qui se joue là pour que nous puissions faire notre travail de manière correcte. Alors, bien évidemment, pour parler du sujet de Samuel Paty, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce traumatisme qu'ont vécu les collègues enseignants? Eh bien, il faut que nous puissions outiller les collègues, que nous puissions les armer. Et donc, on y travaille, Eric l'a dit. Je vais donc vous présenter simplement ce qu'on a mis en place depuis ces événements de fin octobre 2020 et ce que nous sommes en train de préparer dans notre académie. Eh bien, nous sommes en train de préparer, d'abord, nous avons préparé tout de suite, à la demande de monsieur le recteur, un document qui a été envoyé dans les établissements scolaires et que vous pourrez retrouver, qui s'appelle « Enseigner par la liberté d'expression et la tolérance », hommage à Samuel Paty. C'est un document d'une 20aine de pages dans lequel, si vous voulez, on a voulu donner quelques premières billes, quelques premiers outils pour aider les collègues à travailler autour de 5 séquences pédagogiques que nous avons mis en place. Et
ce premier travail, qui est donc qui a été fait pour le 9 décembre 2020, et les prémices d'un autre travail qu'on est en train de mettre en place sur un ouvrage qui va sortir en septembre ou en octobre 2021, dont le titre provisoire c'est Enseigner par la liberté d'expression et la tolérance, où nous allons produire des outils qui vont aider les collègues à répondre à des situations qui sont complexes pour eux. La situation que j'ai décrite, par exemple. Mais aujourd'hui, qui peut, le cœur léger, aller devant ses élèves et faire une minute de silence? Ça réclame de véritables compétences pédagogiques sur lesquelles notre institution doit travailler, sur lesquelles nous travaillons avec les équipes de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, cet ouvrage qui est en préparation, il est préparé par une vingtaine d'enseignants formateurs qui travaillent avec Eric dans les équipes qu'il décrivait tout à l'heure. Et donc, il est co-dirigé par moi et l'IAIPR de philosophie, Evelyne Berchtold. Et donc, on est en train de préparer ce livre. Et pour l'illustrer, parce que je pense qu'on a besoin d'expliquer aux collègues un petit peu ce que nous faisons, eh bien, je vais vous présenter 2 fiches que nous avons construites pour le 9 décembre et qui seront dans l'ouvrage. Et essayer d'aider les collègues et les outiller par rapport à ce sujet. Donc là, vous avez le sommaire provisoire de l'ouvrage, qui est un ouvrage en fait. Alors pour ceux qui connaissent l'ouvrage que nous avons écrit sur l'esprit critique, il est conçu sur le même modèle, c'est-à-dire des conseils de méthode généraux dans une première partie, puis ensuite des fiches pédagogiques, et à la fin il y a des fiches d'établissement parce qu'il y a des logiques de classe, mais il y a aussi des logiques d'établissement, des logiques collectives. Et et c'est un ouvrage qui est conçu par des enseignants du second degré, qui sont tous formateurs, de disciplines très très variées. Il y a bien sûr l'histoire-géographie et de la philosophie, mais il y a aussi des profs d'économie, des profs d'anglais, des profs de SVT qui sont présents. Et donc il y a des approches qui sont multiples, qui sont trans et pluridisciplinaires, ou qui sont parfois disciplinaires, mais qui peuvent permettre de répondre aux approches des collègues. Et on a essayé d'améliorer l'approche du premier ouvrage sur un ouvrage qui est beaucoup plus pratique. Il ne fera qu'une centaine de pages et il ira tout de suite à l'essentiel. C'est un ouvrage de chevet et on espère qu'ensuite les collègues pourront aller plus loin puisqu'on va mettre aussi une version numérique de l'ouvrage en ligne ensuite. Donc, je vous ai parlé de 2 fiches. Première fiche, si vous voulez, qu'on a rédigée pour le 9 décembre, sur comment on organise la réflexion de recueillement après un attentat. Là, c'est vraiment pour outiller plutôt les collègues chez l'établissement et les communautés scolaires. C'est pas évident aujourd'hui, et surtout qu'on le sait en général, malheureusement, quelques jours avant. On ne sait pas comment forcément faire ça. Donc, c'est une proposition d'organisation. Alors, je ne vais pas la détailler parce que on va peut-être répondre ensuite aux questions du forum. Mais si vous voulez, on a présenté ici une stratégie d'établissement et il y en aura plusieurs qui sont proposées dans le futur ouvrage. Deuxième exemple sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus parce que par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que c'est important de s'y arrêter. Donc, c'est une autre proposition pédagogique que j'ai écrite suite au traumatisme de ce qu'avait vécu Samuel Paty. Comment on peut monter une séquence pédagogique avec les mêmes objectifs, mais qui ne rencontrerait pas les mêmes problèmes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a beaucoup de débats médiatiques autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de s'attaquer, si je puis dire, pédagogiquement à la question de la représentation du divin devant des élèves de telle manière qu'on peut les amener à progresser dans la réflexion par rapport à ce sujet-là et à mettre à distance ce qui est l'ordre de la croyance et ce qui est l'ordre de la connaissance? Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser les caricatures de Charlie Hebdo qui posent des problèmes pédagogiques parce qu'il y a différents enjeux dans ces caricatures. Eh bien, d'aller chercher, là, c'est une miniature persane du XIVe siècle, donc qui a été fait par des musulmans et sur lequel vous avez Mahomet face à l'archange Gabriel. Et donc, du coup, si on met en place une séquence autour de cette iconographie-là, eh bien, les collègues, les élèves ne vont plus être confrontés au problème des enjeux de la provocation que peut représenter la caricature de Charlie Hebdo, mais vont pouvoir se concentrer sur la question de la représentation du divin. Et donc, ils vont comprendre qu'au sein du monde musulman, c'est l'objectif de la séquence, de la séance de travail, eh bien, il y a une pluralité de points de vue sur la question, et certains musulmans, ben oui, ils vont considérer qu'on peut mettre Mahomet sur une iconographie
bien sûr, il y en a d'autres qui pensent exactement le contraire. Donc, ça les amène à relativiser leurs croyances ou leurs représentations, souvent d'ailleurs issues de choses qui traînent sur Internet, et donc à exercer leur esprit critique sur cette question. Voilà. Donc, et il y aura dans l'ouvrage beaucoup d'exemples de ce type-là. Voilà, je ne veux pas être trop long parce que on va peut-être laisser ensuite la parole aux différentes questions. Je crois que c'était la dernière diapo. Donc, je vais laisser mon camarade Eric conclure en quelques mots avant qu'on réponde aux questions qui pourraient apparaître. Je ne pense pas qu'on va pas conclure en quelques mots, malheureusement ou heureusement, parce que c'est un vrai sujet de réflexion. Encore une fois, on est là pour éveiller les consciences et éclairer nos élèves pour qu'ils fassent leur propre choix, hein, de bien faire la différence pour eux entre les connaissances et les croyances. On n'est pas là pour donner un avis sur leurs croyances. Il faut vraiment... D'ailleurs, ça me permet de faire un point. Je regardais la question du forum, donc je vais lire et que je vais commenter. On nous dit l'enseignement dans les cours est essentiel, mais beaucoup d'enseignants ne se pensent pas assez formés. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a une phrase de Jules Ferry qu'on retrouve là dans sa lettre aux instituteurs qui dit que, et moi je la trouve très 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 importante cette phrase, on n'aborde jamais avec trop de scrupules des thèmes qui peuvent heurter la conscience d'un enfant. Je pense que ça, il faut le garder en tête. Les parents sont des partenaires. Il faut rappeler que la parole de l'enfant, l'enfant se construit dans ce domaine-là avec ses parents. Donc cette conscience de l'enfant, il faut faire attention lorsqu'on aborde des sujets. Rodrigue vient de parler là de la façon d'aborder les dessins de Mahomet, les dessins de la divinité. Tout c'est très sensible. Il faut surtout pas s'interdire de le faire, mais il faut réfléchir avant de le faire. Alors, je dis souvent, les professeurs qui ne se sentent pas assez formés, surtout, eh bien, il faut pas se lancer. Pourquoi se lancer de façon imprudente lorsqu'on n'est pas sûr de soi? Mais ça c'est quelque chose qui s'applique pas uniquement sur ces dossiers-là, hein, sur tous les dossiers. Mais après, je pense qu'il y a une obligation professionnelle aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, c'est dans les concours aujourd'hui de recrutement des enseignants. Hein, maintenant, il y a des vraies questions sur ces valeurs de la République à l'oral des concours. Je pense qu'aujourd'hui, un cadre de l'éducation nationale qui va faire l'effort d'aller sur Internet, regarder une conférence d'Abdinour Bidar ou de Jean-Louis Bianco, je l'ai dit, de 45 minutes, a suffisamment déjà de notions solides pour appréhender, ou en tout cas maîtriser un peu vers où va s'orienter la réaction qu'il doit avoir par rapport à quelque chose qui va subvenir dans son cours, une contestation, etc. Je dis souvent, de toute façon, quand il y a un problème qui arrive, les situations d'urgence sont rares. Les situations d'urgence, c'est un élève en danger, c'est une violence, c'est le feu dans la classe. Sinon, on peut toujours dire, écoutez, on ne va pas l'aborder maintenant, on en reparlera à un autre moment, et aller chercher auprès des collègues, auprès de la cellule, auprès des personnes plus expertes, un conseil qui va nous permettre de revenir. Le problème, c'est qu'on veut toujours répondre dans l'instant à quelque chose, et des fois c'est une provocation, ou alors c'est tout simplement une parole d'élève. Et moi je le dis souvent dans ces cas-là, la parole d'élève, il est très bien qu'elle s'exprime, même si ça heurte la vision du professeur. Le pire, ce sont les élèves qui n'expriment pas ce qu'ils pensent et qui finalement ne vont pas faire évoluer leur réflexion. Si l'élève exprime en classe un désaccord, ça nous permet de reprendre, d'argumenter et de lui dire justement, est-ce que toi tu peux argumenter ? Et là, on peut rentrer dans une discussion, évidemment, qui peut se faire en dehors de la classe si on pense que ça ne concerne pas le reste des élèves. Et on peut mettre des petites graines dans la tête de l'élève pour lui faire comprendre que ce sont des croyances qui doivent rester dans le domaine des croyances et que la parole du professeur s'appuie sur des connaissances scientifiques et qu'on n'est pas sur le même registre. Et je pense que c'est très important que les élèves libèrent leur parole. Et moi, je trouve ça très positif. Je suis plutôt inquiet lorsqu'un élève ne dit pas et ne parle pas lorsqu'on aborde ces problèmes-là. Oui, je voulais aussi répondre à la question qui nous a été posée, la première question sur beaucoup d'enseignants ne se sentent pas assez formés. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Les enseignants ne se sentent pas formés sur des sujets qui les mettent mal à l'aise. Et il faut comprendre que finalement, un des enjeux, au-delà de la question de la laïcité, hein, c'est quand même celle du développement de l'éducation à l'esprit critique. On est dans une situation où le rapport au savoir a radicalement changé, puisqu'aujourd'hui,
la connaissance, les élèves le trouvent sur leur smartphone à n'importe quel moment, et ils y trouvent aussi beaucoup de contre-vérités, et ils ne sont pas outillés par rapport à ça. Donc, ce qu'on appelle souvent contestation, c'est en réalité l'émergence dans le champ scolaire de questions qui travaillent les élèves parce que ils sont manipulés ou on leur fait dire ou fait comprendre des choses sur Internet, et du coup, ils ont besoin de réponses. Où peuvent-ils trouver des réponses? C'est en posant la question à l'enseignant. Et en posant la question à l'enseignant, comme ce sont souvent ce qui est de l'ordre du complotisme, par exemple, ça met en difficulté l'enseignant parce que ça heurte la connaissance et les savoirs scolaires. Donc, nos collègues enseignants ont besoin d'être formés sur ces questions. C'est indéniable, et donc c'est normal qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez formés, et c'est normal qu'ils aillent se former, et c'est notre mission de les accompagner. Deuxième question, comment savoir si on est face à la provocation, un questionnement ou la radicalisation d'un élève? Alors, on ne peut pas toujours le savoir, d'une part. D'autre part, ce qui est certain, c'est que quand on a ce type de questions qui nous provoquent, qui peuvent paraître comme des contestations, il faut éviter, premier conseil, parfois de répondre au tac de manière frontale devant tous les élèves. Ça peut être dangereux, et puis finalement, c'est parfois, si c'est une provocation, ce que cherche l'élève. Donc, ce qui est important, c'est de creuser la question, de ne pas être seul, d'où l'importance du travail avec les chefs d'établissement ou avec les collègues. Donc, il faut mieux prendre cette question et finalement aller prendre le temps d'y réfléchir, y revenir ensuite, y revenir peut-être collectivement, prendre l'élève à part à la fin du cours et en discuter avec lui pour essayer de comprendre justement ce qui est de l'ordre du simple questionnement ou de la provocation. Voilà, je pense que quand on a une question comme ça qui nous heurte, une question sensible, eh bien, il faut surtout pas le noyer dans le cours du cours parce qu'on n'a pas le temps, mais elle est souvent révélatrice de quelque chose. Alors, elle peut être révélatrice de ce qu'on appelle la radicalisation, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose où un élève pourrait aller vers une forme de radicalisation violente, mais la seule manière de le savoir, justement, c'est d'avoir un entretien, et si on peut se faire aider par un autre membre de l'équipe, recevoir l'élève, le faire recevoir par l'assistant social, l'infirmière, selon les situations, parce qu'il peut y en avoir énormément de différentes, ou par le chef d'établissement, eh bien, on évitera les problèmes. Donc, je crois que pour répondre à cette question, ce qui est important, c'est de ne pas être seul. Puis je crois que dans le cadre d'une radicalisation, lorsqu'on étudie le phénomène, on s'aperçoit qu'on est plus sur des signaux de changement d'attitude radicaux, ils s'isolent un peu par rapport à leurs amis, donc leurs amis peuvent témoigner d'un changement d'attitude de leurs camarades. On a des élèves qui vont devenir taiseux, c'est-à-dire que si un élève manifeste justement par des propos qu'il n'est pas d'accord avec son professeur, on est rarement dans un cas de radicalisation. Un élève qui se radicalise, il va se taire, ou alors par exemple au moment de la minute de silence pour Samuel Paty, j'allais dire les élèves les plus radicaux, ils sont pas venus dans les écoles. Donc ceux qui sont venus pour perturber, à la limite, ils ont été pendant 15 jours avec des discours que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire la loi du talion, toujours la même chose, les parents qui ont pu dire, parce que ça leur a échappé, c'est ça, on est en famille, oui, mais ce professeur n'aurait pas dû, alors l'enfant interprète, mes parents ne sont pas d'accord avec ce qu'il a fait, donc ils arrivent, ils répètent au professeur, et là on n'est pas dans la radicalisation ni dans la provocation, on est dans on est en confiance avec l'enseignant et on lui dit tout simplement ce qui nous vient, et c'est le moment encore une fois, d'entamer un dialogue. Et moi, je dis souvent aux chefs d'établissement qui m'appellent en me disant c'est dramatique, il y a tellement d'émotions que je vais le mettre en conseil de discipline. Je dis souvent c'est la meilleure façon de le radicaliser. Ça ne veut pas dire que je vais culpabiliser le collègue parce qu'on est tous obligés de gérer cette émotion de l'établissement. Mais on ne peut pas finalement toujours être dans l'émotion. Il y a un moment, on doit prendre du recul. Je donne souvent la comparaison à Nice. Je suis sûr que des personnes qui ont vécu l'attentat de Nice aujourd'hui et qui se promènent sur le bord de mer, s'ils entendent un camion aujourd'hui, ils se retournent. Ils sont traumatisés. Bon. Et je crois que cet attentat, et c'était aussi l'objectif des terroristes, c'est de traumatiser le professeur qui va, dès qu'il va y avoir une manifestation d'expression revendicatrice pour ramener la religion à l'école, il y a une émotion tout de suite. Ça nous renvoie à ce qui s'est passé. Et je crois qu'il faut
absolument être au clair avant, se dire si ça arrive, en fait, se préparer, anticiper, être bien au clair avant et se dire si ça arrive, il faut que je le partage, il faut que je fasse confiance dans la direction, tous ensemble, pour bien analyser. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai des phénomènes qui me remontent où je vois qu'il y a une émotion quand un élève dit à un professeur « Inch'Allah ». C'est-à-dire qu'on passe de Allah Akbar, qui est une manifestation là un peu forte religieuse, à tout d'un coup un élève dit en cours Inch'Allah, et là le professeur est dans une émotion incroyable. Cet élève, il faut l'exclure. En fait, il faut me protéger, il faut le mettre ailleurs. Alors, vous voyez bien qu'il faut analyser, il faut ôter de l'émotion. Alors, le temps va nous aider aussi hein, à former les gens, à s'éloigner de cet horrible attentat. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas mélanger. Et ensuite, lorsqu'on a des signes d'inquiétude sur des familles ou sur des élèves, il faut faire un signalement. Ce signalement, il est anonyme parce que je rappelle que la radicalisation, ce n'est pas une infraction. Et donc, on fait un signalement et il y a une enquête parce que on ne peut pas passer aujourd'hui à côté d'un potentiel attentat. Donc, il y a une enquête qui se fait par les renseignements territoriaux. Et donc, on n'hésite pas à signaler lorsqu'on est inquiet pour un élève parce qu'on trouve qu'il a changé d'attitude. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Oui, il y a une autre question. N'est-il pas sécurisant pour les collègues enseignants de s'inscrire dans des démarches collectives de développement de l'esprit critique telles que le dispositif ADER ou le DVDP? Là, Rodrigue, tu es encore mieux placé que moi pour répondre, puisque l'esprit critique, là, tous ces dispositifs, tu les as mis en place, ils continuent à exister, mais je te laisse en parler puisque tu les as initiés. Alors, la réponse à la question, bien évidemment, c'est oui. C'est-à-dire que le premier conseil, c'est de ne pas rester seul. Quand on a le moindre doute sur la question, alors il y a le dispositif institutionnel qu'a décrit Eric, hein, sur le fait qu'on peut effectivement contacter la cellule valeurs de la République académique, mais on peut aussi, dans son établissement, plus simplement, trouver des relais, des alliés, des soutiens auprès du chef d'établissement, auprès des CPE, auprès des collègues aussi, hein, selon. Et effectivement, il existe des démarches collectives. Alors, je vais parler d'une seule de ces démarches parce qu'elle est très développée dans l'académie aujourd'hui. C'est le dispositif ADER, Atelier démocratique pour une expression réflexive. C'est un dispositif qui est un de nos groupes Esprit critique, qui permet de travailler collectivement sur un établissement, une méthode de débat en classe, et on l'a vu, hein, parce que c'est dans un établissement, 5-10 collègues qui s'emparent de cette question, qui ont une formation en 7 ou 8 séances à cette technique-là, et ça a des effets tout à fait bénéfiques sur le climat scolaire, et c'est très rassurant pour les collègues de travailler ensemble sur une méthode pédagogique qui les amène à écouter la parole de l'élève, à partir de la liberté de l'élève, et à partir de ça, de développer des compétences sociales, des compétences psychosociales qui sont aujourd'hui indispensables pour nos élèves. Alors, on a aussi une question sur la bibliographie et des lectures à conseiller. Alors, il y a un outil qui est extrêmement utile, dont je n'ai pas parlé, c'est vous allez le retrouver là aussi sur le site du ministère, c'est le Vadémécum de la laïcité à l'école. Hein, qui en plus est abondé chaque année de jurisprudence. Hein. Il y a des jurisprudences chaque année de tribunaux par rapport à, notamment là récemment, le port de voile d'une maman qui faisait une activité d'enseignement, et donc ce n'est pas la même chose que d'accompagner une classe, hein, puisqu'on le rappelle qu'ils peuvent tout à fait accompagner une sortie scolaire. Hein. Donc là, vous avez des fiches thématiques, la restauration, les intervenants extérieurs, les élèves sur des lieux de stage. C'est très complet au niveau technique et ça répond, puisque nous on l'utilise, même si on commence à le connaître maintenant, ça répond à pratiquement toutes les questions qui peuvent se poser, d'abord sur le cadre juridique, c'est-à-dire avant même encore une fois, de rester sur ce que l'on pense de la laïcité, est-elle suffisante, pas suffisante, etc. Il y a un cadre juridique dont on ne peut s'éloigner en tant que fonctionnaire. Donc ça, c'est très utile. Ensuite, pour les connaissances personnelles, j'ai ramené 3 livres qui sont là pour aller un peu plus loin. Vous avez un travail universitaire extrêmement bien fait, mais un peu poussé. Hein, donc c'est un peu lourd à lire, mais ça ne se lit pas forcément d'un trait, qui a été écrit sous la direction de Bernard Rougier. Vous trouverez aussi des conférences de Bernard Rougier sur Internet
Internet qui explique les territoires conquis de l'islamisme et surtout vraiment pour bien faire la différence entre le salafisme et la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre les processus politiques derrière et arrêter de tout mélanger. Je pense qu'il faut lire ces documents universitaires qui sont très bien faits. Vous avez un livre beaucoup plus facile à lire et passionnant de Hugo Micheron, qui va faire un travail d'ailleurs pour l'université dans l'Académie d'Aix-Marseille prochainement et qui a écrit justement ces processus dans le djihadisme français, quartier, Syrie, prison. Là aussi, là c'est une lecture plus facile, passionnante, que je vous conseille vraiment de lire. Alors évidemment, vous allez me dire, pour partir en vacances à la plage, c'est peut-être pas génial, mais ça peut être intéressant d'avoir un livre comme ça, un roman, et puis d'alterner un petit peu parce que c'est très enrichissant. Et puis pour une lecture très facile, et puis comme il est missionné par le ministre actuellement pour développer sûrement l'année prochaine et les années à suivre des formations, vous avez le livre de Jean-Pierre Aubin, qui est un petit livre qui se lit très bien, qui a un chapitre extrêmement intéressant sur comment pour passer de compromis à compromission des fois au niveau justement de quartier sur la politique et toutes les responsabilités qu'on peut avoir aussi pour avoir aujourd'hui des difficultés dans ces quartiers. Il y a des choses qui sont faciles là, à lire et qui de quelqu'un qui connaît bien l'école. Donc ça se lit très facilement et très rapidement. Voilà quelques livres et un manuel technique qui va vous permettre de répondre sur ces questions-là. Alors, on a une question, je vais la poser. On sait que le corps enseignant n'est plus aussi homogène sur le plan sociologique et politique qu'il y a une vingtaine d'années. Les représentations de la laïcité chez les enseignants sont très diverses. Comment un chef d'établissement peut-il favoriser une culture professionnelle sur cette question, Monsieur Goutouli, chef d'établissement? Tu peux lire la question qui est au-dessus parce qu'elle est liée pour moi. Alors, je constate aussi malheureusement que de nombreux collègues éprouvent de la peur suite à l'attentat de Samuel Paty. Contre Samuel Paty, il aurait fallu aussi qu'il puisse s'exprimer à ce propos. Oui, alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps et on ne pourra pas donc détailler cette question. Et donc, je vais vous renvoyer un peu perfidement d'abord à ce que nous avons fait pour le 9 décembre et ensuite à ce que nous avons fait dans le futur ouvrage qu'on va sortir, puisqu'il va répondre à ces questions. Je suis tout à fait d'accord avec Yannick Plouzane et Catherine Savary, et ça sera ma conclusion. Aujourd'hui, travailler sur ces questions d'esprit critique, de laïcité, c'est une démarche collective, c'est une démarche d'établissement, et donc elles sont reliées aux enjeux du climat scolaire. Et il faut effectivement qu'un chef d'établissement et ses équipes travaillent collectivement ces questions. Voilà, je n'ai pas le temps de détailler malheureusement comment ici. Donc, lisez ce que nous avons écrit et ce que nous allons écrire. Merci à vous. Je te laisse, Eric, conclure. Écoutez, moi, ma conclusion, c'est que nous allons le 13 avril avec Rodrigue, nos deux chargés de mission, intervenir sur 11 classes au lycée d'Hydro, vous voyez, dans des quartiers pas forcément simples. Et je sais déjà à l'avance qu'on va passer un bon moment avec des élèves qu'on a à chaque fois le plaisir de voir sur ces idées-là. Ils sont beaucoup, beaucoup plus fins et avancés et ouverts sur ces questions qu'on pourrait le penser, puisque toi-même, tu m'as montré récemment que dans ton collège de quartier, eh bien, les filles de 14 ans très radicalisées demandaient qu'une chose, c'est pouvoir s'habiller en short ou en pantalon déchiré. Donc, je suis rassuré sur notre jeunesse. Et moi, je suis très content lorsque je vais dans les établissements voir. C'est plus compliqué avec les parents, ça c'est sûr, mais là aussi, il faut du temps. Mais en tout cas, les élèves, je les trouve beaucoup plus ouverts que certains sondages ne le laisseraient le penser. Donc, c'est peut-être pas chez nous qu'ils sont, je ne sais pas, c'est jeune. Mais moi, je serai avec plaisir le 13 avril à Diderot. Et puis, les autres établissements qui souhaitent travailler avec nous, n'hésitez pas encore une fois. Tout sera géré, rien ne sera caché, on vous accompagnera et il n'y a aucun problème. On est à votre service dans l'académie pour parler de ces problèmes-là. Merci à vous et bonne continuation.